Automne 865. Sur les côtes d'Est-Anglie, des centaines de navires vikings débarquent. À leur tête, un homme transporté sur un bouclier par ses propres guerriers. Son nom fait trembler toute l'Europe du Nord. Ivar Ragnarsson, dit le désossé. Ce surnom mystérieux cache plusieurs théories. Certaines chroniques scandinaves racontent qu'Aslog, sa mère, avait averti Ragnar Lodbrok d'attendre 3 jours avant de consommer leur mariage. Une prophétie claire. Sinon, l'enfant naîtrait avec un corps anormal. Ragnar n'a pas écouté. Le résultat ? Un fils dont les jambes semblaient dépourvues d'os, ne présentant qu'une structure de cartilage. D'autres sagas proposent une explication différente. Le poème Atalikil in Forni le décrit comme un guerrier si souple, si agile au combat, qu'il ressemblait à un homme sans aucun os. Cette flexibilité extraordinaire lui permettait d'esquiver les coups avec une facilité déconcertante. Certains historiens avancent même qu'Ivar souffrait d'ostéogenèse imparfaite, la maladie des os de verre, une pathologie génétique qui fragilise considérablement le squelette. Une tombe viking découverte en 1686 près de Repton, contenant les restes d'un noble guerrier entouré de 200 guerriers et 50 femmes, présentait d'ailleurs les signes de cette maladie. Ce chef, mort entre 35 et 45 ans d'une mort violente, pourrait bien être Ivar lui-même. Mais une troisième théorie, plus pragmatique, mérite attention. Le terme « boneless » pourrait tout simplement signifier « impuissant ». Aucune source ne mentionne qu'Ivar se soit marié ou ait eu des enfants. Pourtant, cette explication semble la moins probable quand on connaît la suite de son histoire. Comment un homme impuissant aurait-il pu imposer sa domination sur tant de guerriers vikings, eux qui vénéraient la virilité et la force ? Non, Ivar compensait son handicap physique par quelque chose de bien plus redoutable, son intelligence stratégique. Né vers 794 dans les terres froides de Scandinavie, probablement entre le Danemark et la Suède, Ivar grandit dans l'ombre imposante de son père Ragnar Lodbrok. Ce dernier était déjà une légende vivante, un viking qui avait mené des raids jusqu'à Paris et terrorisé toute l'Europe chrétienne. Aslog, sa mère, descendait selon les sagas de Sigurd, le célèbre tueur de dragons. Ivar avait plusieurs frères, Bjorn, Halfdan, Ubi, Hvitserk et Sigurd. Parmi eux, il se distinguait rapidement par son tempérament unique. Les autres garçons de Ragnar cherchaient à imiter leur père par la force brute, l'endurance, le maniement des armes. Ivar, lui, ne pouvait pas suivre cette voie. Son corps le trahissait. Alors il a développé autre chose, une capacité d'observation aiguisée, une compréhension intuitive des faiblesses humaines, un talent pour manipuler les situations à son avantage. Pendant que ses frères s'entraînaient au combat, lui étudiait les tactiques, analysait les batailles passées, comprenait comment les hommes réagissaient sous la pression. Les sagas nordiques le décrivent comme le plus intelligent des fils de Ragnar. De loin. Sa patience était légendaire. Là où ses frères se précipitaient, Ivar attendait. Là où il frappait fort, lui frappait juste. Cette différence allait faire toute la différence lors de la conquête de l'Angleterre. Mais avant cela, Ivar devait prouver sa valeur. L'occasion se présenta lorsque les fils de Ragnar affrontèrent le roi Eystein de Suède. La légende raconte que ce roi possédait une vache magique nommée Sibyldja qui semait le chaos dans les rangs ennemis. Les frères chargeaient sans succès. Ivar, lui, ordonna à ses hommes de construire un arc immense à partir d'un grand arbre. Protégé derrière son bouclier, il tendit cet arc gigantesque comme s'il s'agissait d'une brindille d'orme fragile et décocha une flèche en plein dans l'œil de la bête. La vache enragée se déchaîna, mais les hommes d'Ivar la maîtrisèrent. Cette victoire montra à tous que le fils handicapé de Ragnar valait 100 guerriers ordinaires. Tout bascule en 865. Ragnar Lodbrok, le grand Ragnar, meurt dans des circonstances horribles. Capturé par le roi Ael de Northumbrie après un naufrage au large des côtes britanniques, il est jeté vivant dans une fosse remplie de serpents venimeux. Les sagas rapportent ces derniers mots. Les porcelets gronderaient s'ils connaissaient le sort du vieux sanglier. Ce message crypté prédisait la vengeance terrible de ses fils. Quand la nouvelle parvient en Scandinavie, la réaction des frères varie.
Bjorn veut attaquer immédiatement. Ubbe et Halfdan bouillonnent de rage. Hvitserk ne sait que penser. Sigurd lance des accusations contre leur père absent depuis si longtemps. Ivar, lui, reste calme. Trop calme. Cette mort l'a changé. Quelque chose s'est brisé en lui. Ou peut-être s'est-il enfin libéré. Car derrière son infirmité, Ivar cachait une nature sanguinaire, une cruauté froide qui n'attendait qu'un prétexte pour se manifester pleinement. Son père lui avait donné ce prétexte. Ivar ne cherche pas la vengeance par rage. Il la planifie avec la précision d'un architecte construisant une cathédrale. Pendant que ses frères veulent simplement tuer Ael, Ivar voit plus loin. Conquérir toute l'Angleterre, établir un royaume viking permanent, effacer le nom d'Ael de l'histoire. La vengeance sera totale ou ne sera pas. Il convainc ses frères de se joindre à lui. Ensemble, ils rassemblent la plus grande armée viking jamais vue. Des guerriers affluent de Norvège, du Danemark, de Suède. Tous veulent venger Ragnar. Tous veulent leur part de la richesse anglaise. Cette force colossale prend le nom de Grande Armée païenne, Misselhetenheer dans les chroniques anglo-saxonnes. Les estimations varient, mais on parle de plusieurs milliers d'hommes répartis sur des centaines de navires. Contrairement aux raids vikings habituels, cette fois l'objectif n'est pas de piller et repartir. Cette fois, ils viennent pour rester. Ivar se positionne naturellement comme le chef stratégique. Ses frères commandent les hommes au combat, mais c'est lui qui décide où, quand et comment frapper. Cette division des tâches fonctionne parfaitement. Halfdan excelle dans les charges brutales. Ubbe inspire les hommes par son courage. Mais Ivar pense 3 coups d'avance, anticipe les réactions ennemies, exploite chaque faiblesse du terrain et de l'adversaire. Ensemble, ils forment une machine de guerre redoutable. Automne 865. La grande armée païenne débarque en Est-Anglie. Ce choix n'est pas le fruit du hasard. Ivar a étudié la géographie politique de l'Angleterre. Le pays est divisé en 4 royaumes principaux. Northumbrie au nord, Mercie au centre, Est-Anglie à l'est et Wessex au sud. Ces royaumes se font constamment la guerre entre eux, affaiblis par des luttes intestines. Ivar compte exploiter ces divisions. L'Est-Anglie sert de tête de pont parfaite. Le royaume est vulnérable, moins puissant que ses voisins. Ivar ne l'attaque pas immédiatement. Au contraire, il négocie. Cette approche surprend ses propres hommes. Des Vikings qui négocient. Mais Ivar sait ce qu'il fait. Il obtient des Est-Angliens un accord. En échange de chevaux et de provisions, les Vikings promettent de ne pas piller la région. Les Anglais acceptent, soulagés d'éviter le bain de sang. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'Ivar vient d'obtenir exactement ce dont il avait besoin. Du temps pour préparer son offensive, des chevaux pour mobiliser rapidement ses troupes et des informations sur les autres royaumes. Cette première victoire diplomatique révèle le génie d'Ivar. Il ne pense pas comme un guerrier ordinaire, il pense comme un conquérant qui bâtit un empire. Pendant l'hiver 865 à 866, l'armée viking se prépare en Est-Anglie. Les hommes s'entraînent, les chevaux sont domptés, les plans sont affinés. Ivar envoie des éclaireurs partout, il veut tout savoir. Où sont les garnisons ennemies, quelles routes emprunter, quelles villes sont fortifiées, où se trouvent les réserves de nourriture. Ces espions reviennent avec des informations précieuses sur la Northumbrie. Le royaume est déchiré par une guerre civile. 2 prétendants se disputent le trône. Osbert et Ael, celui-là même qui a tué Ragnar. Parfait. Ivar ne pouvait rêver mieux. Au printemps 866, l'armée se met en marche vers le nord. Les Vikings progressent rapidement, montés sur leurs chevaux nouvellement acquis. Cette mobilité surprend les Anglais habitués à des Vikings qui se déplacent par bateau. Ivar a transformé son armée en une force rapide et imprévisible. Les défenses anglaises, conçues pour protéger les côtes, se révèlent inutiles face à cette invasion terrestre. La cible, York, l'une des 2 plus grandes villes d'Angleterre avec Londres. Cette ville, appelée Jorvik par les Danois, représente un symbole et un enjeu stratégique majeur. Qui contrôle York contrôle la Northumbrie. Le 1er novembre 866, jour de la Toussaint, les Vikings frappent York. Le choix de cette date n'est pas fortuit. Ivar sait que les chrétiens seront occupés par leurs célébrations religieuses, les défenses relâchées. L'attaque est foudroyante. Les Northumbriens, divisés par leur guerre civile, n'opposent qu'une faible résistance. En quelques heures, York tombe.
Les Vikings s'emparent de la ville, massacrent ceux qui résistent et s'installent dans ses fortifications. Ivar vient de réussir un coup de maître. Il contrôle désormais le cœur de la Northumbrie. Mais Aelle et Osbert comprennent enfin la menace. Face à l'invasion viking, ils mettent de côté leurs querelles et unissent leurs forces. Au printemps 867, ils rassemblent une armée et marchent sur York pour reprendre la ville. Ivar les attend. Il a eu tout l'hiver pour fortifier les défenses, préparer des pièges, étudier le terrain. Le 21 mars 867, les Northumbriens lancent leur assaut. Au début, tout semble leur sourire. Ils parviennent à percer les défenses extérieures et pénètrent dans la ville. Les soldats d'Osbert et d'Aelle crient victoire. Trop tôt. Ivar a délibérément laissé l'ennemi entrer. Une fois les Northumbriens engagés dans les rues étroites de York, le piège se referme. L'avantage du nombre ne compte plus. Dans ces ruelles serrées, l'expérience et la brutalité des Vikings dominent. Ivar a positionné ses meilleurs guerriers au point stratégique. Les berserkers, ces guerriers fous qui combattent dans un état de transe, sèment la terreur. Les Northumbriens se retrouvent pris au piège, attaqués de tous côtés, incapables de manœuvrer. Le massacre est total. Des milliers de soldats anglais périssent dans les rues de York. Osbert tombe au combat. Aelle est capturé vivant. Cette capture marque le moment que Ivar attendait depuis le début. Le roi qui a tué son père est enfin entre ses mains. Ce qui se passe ensuite va entrer dans la légende noire des Vikings. Les sagas rapportent qu'Ivar fait subir à Aelle le supplice de l'aigle de sang, Blodørn en vieux norrois. Cette torture consiste à ouvrir le dos de la victime, à séparer les côtes de la colonne vertébrale avec une hache, puis à extraire les poumons pour les déployer comme des ailes d'aigle. Aelle aurait été maintenu conscient pendant l'opération, regardant sa propre mort s'accomplir dans une agonie insupportable. L'historicité de ce supplice divise les chercheurs. Certains historiens, comme Roberta Frank, pensent qu'il s'agit d'une invention littéraire basée sur une mauvaise compréhension de la poésie skaldique. Un poème de Sighvatur Thordarson du XIe siècle dit simplement qu'Ivar fit découper un aigle dans le dos d'Ella. Cette expression pourrait signifier qu'Aelle fut tué au combat et son corps laissé aux aigles et corbeaux, pratique courante à l'époque. Des auteurs ultérieurs auraient transformé cette métaphore en description littérale d'une torture. D'autres spécialistes défendent la réalité du rituel. Une étude récente menée par un historien et des scientifiques anglais démontre que ce mode d'exécution était anatomiquement possible avec les armes vikings. Un type particulier de fer de lance scandinave, équipé d'ergots, aurait pu servir à dégrafer rapidement la cage thoracique par le dos. La pierre historiée de Stora Hammarspam, sur l'île de Gotland, semble même représenter une telle exécution, bien que l'interprétation reste débattue. Les chercheurs notent cependant que la victime serait décédée très rapidement, en quelques secondes, par exsanguination ou suffocation. 4 victimes de l'aigle de sang sont mentionnées dans la littérature scandinave. Le roi Aelle, Halfdan Allègre, fils du roi de Norvège, Harald à la belle chevelure, et 2 personnages légendaires. L'Orkneyinga saga précise que le jarl Thorf Einar offrit Halfdan à Odin pour sa victoire, après l'avoir exécuté ainsi. Cette dimension religieuse est importante. L'aigle de sang n'était pas qu'une torture, c'était un sacrifice odinique, une offrande au dieu de la guerre. Les Vikings croyaient qu'Odin prenait la forme d'un aigle. En déployant les côtes de la victime comme des ailes, ils créaient un aigle de chair et de sang dédié au dieu. Que le supplice ait existé ou non sous cette forme extrême, une chose est certaine. Aelle est mort dans des conditions horribles. Et Ivar a voulu que toute l'Angleterre le sache. Cette exécution spectaculaire servait un but psychologique précis. Elle terrorisait les ennemis potentiels, ralliait les guerriers vikings autour d'une image de vengeance accomplie et établissait Ivar comme un chef implacable. Le message était clair. Voilà ce qui arrive à ceux qui s'opposent au fils de Ragnar. Avec York solidement tenu et la Northumbrie brisée, Ivar peut déployer sa stratégie à grande échelle. Son objectif dépasse la simple vengeance. Il veut conquérir l'Angleterre entière et y établir des colonies vikings permanentes. Cette ambition marque une rupture fondamentale avec les raids traditionnels. Les Vikings ne viennent plus piller et repartir. Ils viennent s'installer, cultiver la terre, créer des villes.
Ivar est le premier à comprendre que l'avenir viking passe par la colonisation, pas le pillage éphémère. Cette vision révolutionnaire fera de lui l'un des fondateurs du Danelaw, cette partie d'Angleterre qui suivra les lois danoises pendant des générations. En 869, l'armée se tourne vers l'Est-Anglie. Cette fois, pas de négociation. Le roi Edmund refuse de se soumettre aux païens et ose résister. Ivar écrase son armée et capture le roi. Selon la Passion latine rédigée par Abon de Fleury, Edmund subit le même sort que saint Sébastien. Attaché à un arbre dans la nef d'une église, il sert de cible aux archers vikings, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Cette exécution mélange cruauté et symbolisme religieux. En tuant Edmund de la même manière qu'un saint chrétien, Ivar se moque ouvertement de la religion des Anglais et défie leur dieu. La stratégie d'Ivar repose sur plusieurs piliers. Premier pilier, la mobilité. Grâce aux chevaux, l'armée viking se déplace rapidement, frappe où l'ennemi ne l'attend pas et disparaît avant que des renforts n'arrivent. Deuxième pilier, la division. Ivar exploite systématiquement les conflits entre royaumes anglais. Il négocie avec l'un pendant qu'il attaque l'autre, monte les rois les uns contre les autres, transforme leurs alliances en pièges. Troisième pilier, la terreur. Les exécutions spectaculaires, les massacres calculés, les rumeurs sur la brutalité viking, tout cela sert à démoraliser l'ennemi avant même le combat. Quatrième pilier, la patience stratégique. Contrairement à ces guerriers impatients de se battre, Ivar sait attendre le moment parfait pour frapper. Il établit des camps divers dans les territoires conquis, consolide ses positions, recueille des informations. En 870 à 871, il fait hiverner son armée à Torksey en Lindsey, en 872 à 873 à Repton en Mercie. Ces bases permanentes terrorisent les Anglais. Les Vikings ne repartent plus. Ils sont là pour rester. Les chroniques anglo-saxonnes révèlent le génie tactique d'Ivar à travers plusieurs batailles. Lors de la reconquête ratée de York en 867, il utilise la tactique de la retraite feinte. Ses hommes font semblant de fuir, poussant les Northumbriens à s'engager profondément dans la ville, puis se retournent et les encerclent. Cette manœuvre, employée plus tard par Guillaume le Conquérant à Hastings, exige une discipline de fer et une coordination parfaite. Ivar la maîtrise déjà. À Reading en 870, face aux forces du Wessex, il déploie une stratégie de défense élastique. Au lieu d'affronter directement l'armée saxonne supérieure en nombre, il se replie dans des fortifications préparées à l'avance, harcèle l'ennemi avec des sorties rapides, épuise sa volonté de combattre. Les Saxons finissent par se retirer, frustrés. Cette approche montre qu'Ivar ne cherche pas la gloire personnelle au combat. Il cherche la victoire, quel qu'en soit le moyen. Une autre tactique favorite d'Ivar, l'embuscade. Il envoie des petits groupes de guerriers attaquer un village ou une garnison anglaise. Quand les renforts arrivent, il tombe dans une embuscade soigneusement préparée avec des forces bien supérieures cachées dans les bois ou derrière les collines. Cette ruse fonctionne plusieurs fois avant que les Anglais n'apprennent à se méfier. Mais à ce moment-là, Ivar a déjà changé de tactique. Son utilisation du terrain révèle également son intelligence militaire. Il choisit ses champs de bataille avec soin, préférant combattre près des rivières pour protéger ses flancs, dans des zones boisées qui limitent les charges de cavalerie ennemie, ou près de ses navires pour garantir une retraite possible. Il étudie les routes, identifie les points de passage obligés et installe des embuscades. Chaque bataille est préparée comme une pièce de théâtre où l'ennemi joue un rôle qu'Ivar lui a assigné. Parmi toutes les histoires sur Ivar, celle de la prise de York mérite une mention spéciale pour sa ruse légendaire. Une version alternative de la saga raconte qu'avant l'attaque de 866, Ivar aurait approché le roi Aelle sous un faux prétexte de paix. Il demandait seulement un terrain que pourrait couvrir la peau d'un bœuf. Aelle, trouvant cette requête ridicule, accepte avec mépris. Ivar fait alors découper la peau de bœuf en lanières si fines qu'une fois tendues bout à bout, elles entourent toute la ville de York. Sans rompre sa promesse, Aelle se retrouve forcé d'abandonner la ville entière aux Vikings. Cette histoire, qu'elle soit vraie ou légendaire, illustre parfaitement la réputation d'Ivar comme maître de la manipulation et de la ruse. Les sagas nordiques le décrivent constamment comme capable de déjouer ses ennemis par des tactiques imprévisibles.
Sa capacité à retourner les situations à son avantage, à transformer une faiblesse apparente en force, à voir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles, voilà ce qui le distingue des autres chefs vikings. Ivar comprend aussi la valeur de la guerre psychologique. Il répand des rumeurs sur sa cruauté, exagère ses forces, fait croire qu'il est partout à la fois. Les Anglais commencent à le voir comme un être presque surnaturel, un démon envoyé par leurs dieux païens pour les punir. Cette peur paralyse la résistance. Des villes se rendent sans combattre simplement en apprenant qu'Ivar approche. Des nobles anglais préfèrent négocier et payer tribut plutôt que risquer d'affronter le désossé et son armée. En 871, Ivar rencontre enfin un adversaire à sa hauteur, Alfred de Wessex. Ce jeune roi, qui deviendra plus tard Alfred le Grand, représente le dernier obstacle à la conquête totale de l'Angleterre. Le Wessex reste le seul royaume anglo-saxon à résister efficacement. Alfred comprend rapidement qu'il ne peut pas battre les Vikings en bataille rangée. Alors il adopte des tactiques similaires à celles d'Ivar. Guerre de guérilla, harcèlement constant, fortification défensive, alliance stratégique. Les affrontements entre les deux stratèges sont intenses mais indécis. Ivar gagne certaines batailles, Alfred en remporte d'autres. Aucun ne parvient à prendre l'avantage décisif. Cette impasse frustre Ivar, habitué à dominer ses adversaires. Pour la première fois, il fait face à quelqu'un qui pense comme lui, qui anticipe ses mouvements, qui refuse de tomber dans ses pièges. Cette rivalité forcera finalement les Vikings à accepter un compromis, le partage de l'Angleterre en deux zones, une pour les Saxons, une pour les Danois. Mais avant cette conclusion, la grande armée païenne remporte victoire sur victoire. En 874, elle conquiert la Mercie et chasse le roi Burgred. Le royaume s'effondre. À Repton, Ivar établit un camp d'hiver qui deviendra sa dernière base en Angleterre. C'est probablement là qu'il meurt, vers 873, bien que les sources divergent. Les annales d'Ulster affirment qu'en 873, Ivar, roi des Normands de toute l'Irlande et la Grande-Bretagne, a fini sa vie. Les annales fragmentaires d'Irlande mentionnent une maladie soudaine et hideuse qui l'emporte. La tombe découverte en 1686 à Repton pourrait bien être celle d'Ivar. Le tumulus contenait les restes d'un noble guerrier entouré de 200 guerriers et 50 femmes, un honneur réservé aux plus grands chefs. Les analyses scientifiques ont révélé que cet homme, âgé de 35 à 45 ans, avait subi une mort violente et présentait des signes d'ostéogenèse imparfaite. Tous ces éléments correspondent à ce que nous savons d'Ivar le Désossé. Son œuvre lui survit largement. La grande armée païenne qu'il a dirigée établit le Danelaw, cette vaste région du nord et de l'est de l'Angleterre où les lois et coutumes scandinaves domineront pendant des siècles. Des villes comme York deviennent des centres vikings prospères. Les colons scandinaves s'installent massivement, épousent des Anglaises, créent une culture hybride anglo-scandinave. Des milliers de mots d'origine norroise entrent dans la langue anglaise. Des noms de lieux danois couvrent la région. Tout village se terminant par Bay ou Torp témoigne de cette colonisation massive. Ivar a aussi changé la nature même des invasions vikings. Avant lui, les Vikings pillaient et repartaient. Après lui, ils conquièrent et colonisent. Cette transformation stratégique ouvre la voie à d'autres royaumes vikings, Dublin en Irlande, le Danelaw en Angleterre, la Normandie en France. Certains historiens pensent qu'Ivar et Imar, le fondateur de la dynastie Uí-Imaer, qui régnera sur Dublin pendant des générations, sont la même personne. Si c'est vrai, alors l'influence d'Ivar s'étend sur 2 îles et dure plus d'1 siècle. Ce qui rend Ivar fascinant, c'est ce contraste saisissant entre son infirmité physique et sa cruauté mentale. Les sagas le décrivent comme un berserker, ces guerriers vikings qui entraient dans une fureur de combat incontrôlable. Mais son berserk à lui est cérébral. Là où les berserkers ordinaires se jetaient dans la mêlée en hurlant, Ivar planifiait froidement des massacres entiers. Sa violence n'était pas un accès de rage, c'était un outil stratégique soigneusement calibré pour obtenir un résultat précis. Cette intelligence froide le rendait peut-être plus terrifiant qu'un guerrier brutal. Un ennemi qui rugit et charge, on peut le comprendre, l'affronter, même le respecter.
Mais Ivar, il vous regardait avec des yeux calculateurs, évaluait vos faiblesses, trouvait le point précis où frapper pour vous détruire complètement. Pas de passion, pas de fureur aveugle, juste une volonté implacable de gagner, peu importe le prix. Les chroniqueurs chrétiens le décrivaient comme un démon incarné. Mais cette diabolisation révèle surtout leur incompréhension. Ivar n'était pas un monstre irrationnel. Il était un génie militaire qui se trouvait du mauvais côté de leur histoire. S'il était né dans leur camp, ils l'auraient célébré comme un grand stratège. Mais comme il détruisait leur royaume et massacrait leur roi, il ne pouvait être qu'un serviteur du mal. La vérité est plus nuancée. Ivar était un homme de son temps, un viking qui suivait les codes de sa culture. La vengeance du sang était un devoir sacré. La conquête était glorieuse. La cruauté envers les ennemis vaincus était normale. Dans le monde viking, Ivar n'était pas un monstre. Il était un héros qui avait vengé son père, conquis des royaumes et établi des colonies prospères. Les sagas le célèbrent pour ces raisons. Malgré toutes ces informations, Ivar reste une énigme. Son handicap exact demeure incertain. Sa mort est entourée de mystères. Certaines sources disent qu'il est mort en Irlande en 873. D'autres le font disparaître des chroniques après 870, son sort inconnu. L'identification avec Imar de Dublin est plausible mais non prouvée. La réalité de l'aigle de sang reste débattue. Même son nom complet varie selon les sources. Ivar Ragnarsson, Ivar in Bainlausi, Hingwar dans les chroniques anglaises. Cette incertitude historique ajoute à sa légende. Ivar devient une figure presque mythique, à mi-chemin entre l'histoire et le mythe. Comme son père Ragnar avant lui, il transcende les faits pour devenir un archétype. Le stratège handicapé qui compense par le génie, le fils vengeur qui dépasse son père, le conquérant qui change le cours de l'histoire. Les générations suivantes broderont sur sa légende, ajoutant des détails, amplifiant ses exploits, créant le personnage immortel qu'on connaît aujourd'hui. L'œuvre d'Ivar va bien au-delà de ses conquêtes personnelles. En établissant le Danelaw, il crée un précédent qui encouragera d'autres Vikings à coloniser plutôt que piller. En 911, Rollon obtiendra la Normandie du roi de France Charles le Simple. Ses descendants deviendront les Normands qui, en 1066, conquerront toute l'Angleterre sous Guillaume le Conquérant. Sans Ivar et sa démonstration que des colonies vikings permanentes étaient possibles en territoire hostile, cette chaîne d'événements n'aurait peut-être jamais eu lieu. Le Danelaw influence aussi profondément la culture anglaise. Le mélange des populations scandinaves et anglo-saxonnes crée une synthèse unique. La langue anglaise en porte la marque jusqu'aujourd'hui avec des milliers de mots d'origine norroise. Les institutions légales scandinaves influencent le droit anglais. L'ADN de millions de Britanniques modernes porte des traces de cette colonisation viking. Culturellement, linguistiquement, génétiquement, l'Angleterre du XXIe siècle porte encore l'empreinte de ce qu'Ivar a commencé au IXe siècle. La grande armée païenne force également les anglo-saxons à s'unir. Face à la menace existentielle que représentent Ivar et ses guerriers, les royaumes anglais comprennent qu'ils doivent coopérer ou périr. Alfred le Grand commence ce processus d'unification qui aboutira finalement à la création d'un royaume d'Angleterre unifié. Paradoxalement, en tentant de détruire l'Angleterre anglo-saxonne, Ivar contribue à sa naissance en tant que nation. Si on analyse froidement les accomplissements militaires d'Ivar, son génie devient évident. Il transforme une bande de pillards en une armée de conquête organisée. Il remplace les raids saisonniers par une occupation permanente. Il introduit la mobilité terrestre par les chevaux dans une culture viking centrée sur les navires. Il développe une stratégie à long terme alors que ses contemporains pensent en termes de batailles isolées. Il comprend l'importance de la guerre psychologique, de la diplomatie, de la consolidation des territoires conquis. Comparé aux autres chefs vikings de son époque, Ivar se distingue nettement. Ses frères sont de bons commandants, mais ils pensent comme des guerriers. Ivar pense comme un conquérant d'empire. Cette différence de vision explique pourquoi c'est lui qui dirige réellement la grande armée païenne, même si techniquement il partage le commandement avec Halfdan et Ubbe. Les autres reconnaissent intuitivement que son intelligence stratégique est supérieure. Son principal atout réside dans sa capacité à voir le tableau d'ensemble.
pendant qu'un chef ordinaire se concentre sur la prochaine bataille, Ivar planifie la campagne entière. Il identifie l'objectif final, contrôler l'Angleterre, puis travaille à rebours pour déterminer les étapes nécessaires. York d'abord pour contrôler le nord, l'Est Anglie ensuite pour éliminer une menace sur ses arrières, la Mercie pour couper le Wessex du reste du pays. Chaque conquête prépare la suivante dans une progression logique et méthodique. Mais ce génie a un prix. Les chroniques anglaises regorgent de descriptions de massacres orchestrés par Ivar, des villes entières passées au fil de l'épée, des prisonniers torturés publiquement pour terroriser les populations, des églises profanées délibérément pour choquer les chrétiens, des monastères brûlés avec leurs moines à l'intérieur. La route d'Ivar à travers l'Angleterre est pavée de cadavres et de ruines fumantes. Cette cruauté calculée révèle un aspect troublant de sa personnalité. Ivar ne tue pas par rage ou par plaisir sadique. Il tue parce que c'est efficace. Un massacre bien placé terrorise 10 villes voisines qui se rendent sans combat. Une exécution spectaculaire comme celle d'Ael devient une légende qui paralyse la résistance pendant des années. Pour Ivar, la violence extrême est un multiplicateur de force, un moyen d'obtenir des résultats militaires sans gaspiller ses propres troupes. Cette approche utilitaire de l'horreur le distingue des psychopathes ordinaires. Ivar n'est pas fou. Il est terriblement sain d'esprit et c'est précisément ce qui le rend si dangereux. Un fou tue au hasard. Ivar tue avec un objectif précis, après avoir calculé l'impact psychologique exact qu'il cherche à obtenir. C'est cette combinaison de rationalité et de brutalité qui fait de lui une figure si troublante dans l'histoire européenne. Qui était réellement Ivar en tant qu'homme, au-delà du stratège et du conquérant? Les sagas offrent quelques aperçus. Elles le décrivent comme patient, réfléchi, moins impulsif que ses frères. Il semble avoir eu des relations tendues avec Sigurd, qui le méprisait peut-être pour son handicap. Avec Halfdan et Ubbe, il travaillait efficacement, suggérant un respect mutuel. Bjorn, son demi-frère aîné, suivait sa propre voie, partant explorer la Méditerranée pendant qu'Ivar conquérait l'Angleterre. Ivar ne s'est apparemment jamais marié et n'a pas eu d'enfant connu, alimentant la théorie de l'impuissance. Mais cela pourrait aussi refléter un choix. Un homme aussi focalisé sur la conquête et la vengeance n'avait peut-être pas de temps pour la vie familiale. Ou peut-être que son handicap rendait les relations intimes difficiles ou impossibles. Nous ne saurons jamais. Les sagas s'intéressent à ses exploits guerriers, pas à sa vie privée. Une chose semble certaine, Ivar était animé par quelque chose de plus profond qu'une simple soif de pouvoir. La mort de Ragnar l'avait marqué profondément. Sa vengeance contre Ael ressemble à une obsession qui le consume. Même après avoir tué le roi de Northumbrie, il continue ses conquêtes avec la même intensité. Comme si rien ne pouvait vraiment combler le vide laissé par la mort de son père. Comme si l'action constante, la conquête perpétuelle, était le seul moyen d'échapper à cette douleur. Quand Ivar disparaît des chroniques vers 870 à 873, une époque s'achève. La grande armée païenne qu'il a créée et dirigée continue sous d'autres chefs, mais elle perd sa cohésion stratégique. Elle se divise en factions qui commencent à s'installer sur les terres conquises plutôt que poursuivre l'expansion. Le rêve de conquérir toute l'Angleterre s'estompe. Alfred de Wessex profite de cette désorganisation pour reconquérir progressivement des territoires. La bataille d'Ethandune en 878 marque le tournant. Alfred écrase l'armée viking et force son chef Guthrum à accepter un traité. L'Angleterre est officiellement divisée, le Wessex et ses alliés à l'ouest, le Danelaw à l'est. Si Ivar avait encore été vivant et aux commandes, cette défaite aurait-elle été évitée? Impossible à dire. Mais son absence se fait sentir. Aucun des chefs vikings restants ne possède sa vision stratégique, sa capacité à unir les guerriers sous un objectif commun, son génie tactique. Le Danelaw qu'Ivar a fondé survit cependant pendant plus d'un siècle. Des rois vikings règnent sur York jusqu'en 954. La région conserve ses lois et coutumes scandinaves. Les colonies vikings prospèrent. En ce sens, Ivar a gagné. Son objectif n'était pas nécessairement de conquérir toute l'Angleterre personnellement, mais d'établir une présence viking permanente. Mission accomplie. Les Scandinaves ne seront plus jamais complètement chassés des îles britanniques. Comment juger Ivar le désossé aujourd'hui? Les historiens restent divisés.
Certains le voient comme un génie militaire comparable à Alexandre le Grand ou Jules César, un commandant qui a transformé l'art de la guerre et changé le cours de l'histoire européenne. D'autres soulignent sa cruauté et le classent parmi les grands tyrans de l'histoire. La vérité, comme toujours, se situe quelque part entre les deux extrêmes. Ivar était indéniablement un brillant stratège. Ses innovations tactiques et stratégiques ont fait école. Sa compréhension de la guerre psychologique était en avance sur son temps. Sa capacité à transformer une bande de pillards en une force de conquête organisée témoigne d'un talent exceptionnel pour le leadership et l'organisation. Si on évalue uniquement ses compétences militaires, Ivar mérite sa place parmi les grands commandants de l'histoire. Mais son bilan moral est évidemment problématique. Il a causé la mort de dizaines de milliers de personnes, détruit des royaumes entiers, semé la terreur sur un continent. Ses méthodes brutales, même si courantes à l'époque, restent choquantes. L'exécution d'Ael, que l'aigle de sang soit réel ou non, visait délibérément à terroriser. Les massacres de civils servaient des objectifs militaires, mais restent des atrocités. Ivar a laissé un sillage de sang et de destruction partout où il est passé. Faut-il le condamner selon nos standards modernes ou le juger dans son contexte historique? Question difficile qui traverse tous les débats sur les figures historiques controversées. Ce qui est certain, c'est qu'Ivar le Désossé reste une figure fascinante. Un homme qui a transformé un handicap paralysant en avantage stratégique, qui a vengé son père par une conquête qui a changé l'histoire européenne, qui a prouvé que l'intelligence peut triompher de la force physique. Ivar continue de captiver l'imagination populaire plus de 1000 ans après sa mort. La série Vikings en fait un personnage central, jouant sur le contraste entre son handicap physique et sa cruauté mentale. Le jeu vidéo Assassin's Creed Valhalla le présente comme un antagoniste majeur. Des romans, des bandes dessinées, des chansons de métal scandinave célèbrent ses exploits. Cette fascination moderne révèle quelque chose de profond sur notre psyché collective. Nous sommes attirés par ces figures historiques complexes qui défient les catégories simples de héros et de vilains. Ivar le Désossé incarne ce type de personnage ambigu. Il est simultanément victime et bourreau, handicapé et conquérant, fils aimant et tueur impitoyable, stratège brillant et psychopathe calculateur. Cette complexité le rend plus intéressant qu'un héros parfait ou un vilain unidimensionnel. Son histoire résonne aussi parce qu'elle illustre des thèmes universels, la vengeance et ses conséquences, l'ambition démesurée, le triomphe de l'esprit sur le corps, le prix du pouvoir. Chaque génération peut y trouver des leçons différentes. Les uns y voient une inspiration, le handicapé qui refuse de se laisser définir par ses limitations. Les autres y voient un avertissement, le danger d'une intelligence sans moralité, d'une ambition sans limite. Ivar le Désossé reste donc vivant dans notre culture, réinventé et réinterprété par chaque époque selon ses propres préoccupations. Cette immortalité culturelle est peut-être la plus grande victoire d'Ivar. Il a non seulement conquis des royaumes de son vivant, mais il continue de conquérir les imaginaires un millénaire plus tard. Pour un guerrier viking obsédé par la gloire éternelle, difficile de rêver meilleur destin. L'histoire d'Ivar Ragnarsson le Désossé dépasse la simple chronique d'un chef de guerre viking. C'est le récit d'un homme qui a refusé de laisser ses limitations physiques définir son destin. Transporté sur un bouclier, incapable de se tenir debout, il a néanmoins dirigé la plus grande armée viking de son époque et conquis la moitié de l'Angleterre. Son génie stratégique a changé la nature même des invasions vikings, transformant des raids saisonniers en une conquête permanente qui a remodelé l'histoire européenne. Sa cruauté reste troublante, mais elle était l'outil d'un but plus large: venger son père et établir un royaume viking en Angleterre. Il a réussi sur les deux fronts. Le roi Ael a payé de manière horrible pour avoir tué Ragnar, et le Danelag qu'Ivar a fondé a survécu pendant des générations, laissant une empreinte indélébile sur la culture, la langue et la génétique britannique. Plus d'un millénaire après sa mort, Ivar le Désossé continue de fasciner, de choquer et d'inspirer. Son nom évoque la vengeance, la ruse, la cruauté, mais aussi l'intelligence, la détermination et le triomphe contre toute attente. C'était un homme de son temps qui a transcendé son époque
pour devenir une légende immortelle. Le stratège derrière la grande armée païenne, le fils vengeur de Ragnar Lodbrok, le conquérant handicapé qui a changé le cours de l'histoire, voilà qui était Ivar Ragnarsson, et voilà pourquoi nous parlons encore de lui aujourd'hui.